Alors, nous allons débuter, si vous le voulez bien. Il me fait plaisir de vous présenter la conférencière Geneviève Carpentier, qui est professeure au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal, qui est membre du CRIFPE. On a commencé cette série de webinaires en juin dernier, justement pour permettre aux gens de se réunir, pour favoriser la diffusion, le transfert des connaissances. Et puis, on remercie toutes les personnes qui ont accepté de participer à ces webinaires. Et je peux vous dire qu'on a une liste de webinaires jusqu'à la mi-juin déjà, des gens qui ont réservé des dates et tout, et on en est ravis. Et donc, pour revenir à Geneviève, ses travaux de recherche portent sur les pratiques pédagogiques et les gestes professionnels qui favorisent des apprentissages durables. Ces travaux portent aussi sur les environnements sociopédagogiques des classes du primaire. Elle est aussi rédactrice de la revue professionnelle Vivre le primaire, qu'on voit juste derrière elle. Alors, si vous voyez, je peux même la prendre, Geneviève, pour la montrer à tout le monde. Je ne sais pas si ça s'enlève ou ça s'enlève. Voilà. Alors, donc, Geneviève est rédactrice de cette revue. Si vous allez voir sur le site, c'est une revue professionnelle dans laquelle il y a plusieurs articles de vulgarisation et d'autres articles très pratiques pour les enseignants du primaire. Alors, voilà. Donc, Geneviève va faire une présentation d'environ 30-35 minutes. Geneviève, je te remercie d'abord infiniment. Et après sa présentation, c'est moi qui vais gérer la période de questions. Je vous invite à poser votre question. Il y a un petit bouton où c'est écrit Q et R. Je vois déjà des gens qui lèvent les mains, mais on va déjà laisser la parole à Geneviève. Donc, posez vos questions dans Q et R et Geneviève y répondra à la fin. Elle rendra ses documents disponibles peu de temps après, puis on va sur le site du CRIFPE, il va avoir le montage vidéo, la présentation de Geneviève, etc. et tout. Et Geneviève, je sais que elle nous enverra ces liens qu'on rendra disponibles. Donc, vous allez voir sur la section webinaire, sur le site du CRIFPE, on trouvera vraiment tout là-dessus. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté d'être là. Merci à tous nos participants des quatre coins du monde. Et Geneviève, bonne présentation. La présence est à toi. Merci beaucoup Thierry. Et voilà, partage d'écran effectué. Vous voyez bien Thierry? On voit très très bien Geneviève. Merci à toi. Merci. Donc d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci Thierry pour l'invitation à partager certaines données d'un projet que nous avons réalisé, Claudine et moi, Claudine Sauvageau, qui est doctorante à l'UDM et moi, l'automne dernier, en pleine deuxième vague de pandémie. Donc, je vais vraiment présenter dans un plan classique de présentation. Donc, l'idée derrière tout ce projet, c'est la situation inédite du printemps dernier, du printemps 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué plusieurs perturbations dans le monde de l'éducation. Ces dernières se sont notamment traduites par de profondes interrogations sur la place de la formation à distance, particulièrement au primaire, ainsi que par un urgent besoin d'adaptation des pratiques d'enseignement. À travers le monde, l'UNESCO recensait au début du mois d'avril 2020 que 91 de la population scolaire mondiale était affectée par la fermeture d'écoles, menant plus d'1 milliard d'élèves à devoir apprendre autrement et tous leurs enseignants par le fait même à apprendre à enseigner autrement. En sol québécois, lorsque la grande majorité des élèves du primaire ont pu réintégrer leur école lors de la rentrée scolaire 2020, des défis posés par l'enseignement en présentiel se sont ajoutés aux réflexions en cours, notamment en raison de la distance physique à maintenir entre les élèves et les enseignants dans les classes. Ces pratiques ajustées, appelées ici enseignement distancié, s'inscrivent dès lors dans la réalité des écoles et des classes. L'enseignement distancié au primaire se définit ici selon divers aspects. Au Québec, à l'automne dernier, il se caractérisait notamment par un regroupement des élèves en groupes classes stables. Si dans le cas précis de ces groupes, souvent appelés bulles classe, la distanciation physique n'était pas requise entre les élèves, une distance de 2 mètres devait cependant être maintenue entre les élèves des différentes classes. Lors des déplacements, le port du masque n'était pas obligatoire pour les élèves de l'éducation préscolaire jusqu'à la 4e année à ce moment-là, mais il l'était pour les élèves de 5e et 6e année. De même, les enseignantes devaient et doivent encore porter du matériel de protection, masques, lunettes ou visières, et éviter les contacts rapprochés avec les élèves, de leur groupe ou non, sans ce matériel. Partant de ce fait, enseigner à des élèves du primaire en tenant compte de ces mesures, en nettoyant à chaque utilisation du matériel pédagogique et en réduisant le partage d'objets représente un défi colossal. Ces mesures sanitaires et de distanciation peuvent par ailleurs être génératrices de stress. Rez Razi distingue 2 agents anxiogènes qui peuvent affecter psychologiquement les apprenants et les enseignants dans ce contexte. D'abord, la propagation de la maladie
Et ensuite, les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie, comme le confinement et l'enseignement distancié. Les enfants d'âge primaire sont donc directement touchés par le contexte de la pandémie. À cet effet, une revue de presse francophone sur la santé mentale liée à la COVID-19 rapporte une augmentation des prescriptions de médicaments contre l'anxiété chez les enfants, ainsi qu'une diminution de la motivation et de l'engagement scolaire. À la lumière de ces constats, la réouverture des écoles semble représenter un facteur de protection pour la santé mentale des élèves, même si d'autres enjeux doivent être considérés en contexte d'enseignement distancié. En effet, l'apprentissage chez les jeunes élèves de 6 à 12 ans comporte des défis particuliers liés à leurs besoins accrus de soutien, d'encadrement, ainsi qu'aux particularités des pratiques pédagogiques mises en œuvre auprès d'eux, qui nécessitent du matériel de manipulation, des jeux, des représentations matérielles de leurs apprentissages faits, ainsi que des interactions sociales entre pairs et avec l'enseignant. L'enseignement primaire est de surcroît caractérisé par une grande proximité entre l'enseignant et les élèves, que ce soit pour des motifs pédagogiques, récupération, rassemblement pour le coin lecture, pour des raisons liées au développement des élèves, aide à l'habillement, à l'hygiène corporelle, ou dans le cadre d'interactions sociales ou émotionnelles, consoler, réconforter, féliciter. Il ressort de ces observations que l'enseignement distancié paraît préférable à l'enseignement à distance au primaire, notamment puisqu'il favorise les besoins de socialisation essentiels chez les jeunes. Néanmoins, cela requiert des solutions innovantes de la part des enseignantes pour la mise en œuvre de pratiques pédagogiques soutenant le développement de compétences et favorisant l'engagement et la motivation des élèves. Ainsi, durant les derniers mois, nous avons voulu mieux comprendre la perception des élèves de leur classe en enseignement distancié et les ajustements effectués par les enseignants de leur pratique enseignante. Depuis les dernières décennies, différentes conceptions ont été proposées dans le but justement de définir la pratique enseignante. Au fil de son évolution, ce concept a notamment été analysé d'un point de vue écologique par Bronfeld-Brenner, qui a introduit l'apport de la situation pédagogique dans sa conception de la pratique enseignante. Des modèles interactionnistes ont par la suite pointé divers variables concernant à la fois l'enseignant, l'apprenant et la situation. C'est le cas d'Altet qui décrit la pratique enseignante comme des actions, des interactions et des transactions en situation. Dans le même ordre d'idée, Bayrou évoque la dimension pédagogique et la dimension didactique de la pratique enseignante. Sous cet angle, la pratique enseignante est considérée comme la manière propre à un individu d'effectuer toute activité professionnelle relative à l'enseignement. La pratique enseignante, qui nécessite donc des ajustements, notamment selon le contexte, les apprenants, les contenus, s'organise en une architecture dense de gestes professionnels. Le choix de ces gestes est étroitement lié à la volonté des enseignants d'adapter leurs actions aux évolutions de la situation éducative, voire au contexte du vécu. Dans l'intention de mieux comprendre les gestes professionnels des enseignants qui doivent s'ajuster à une diversité de situations, Buchelon et Soulier proposent le modèle du multi-agenda. Celui-ci rend compte de la manière dont les gestes professionnels peuvent générer différentes dynamiques dans la classe. Le multi-agenda s'articule autour de 5 préoccupations, jamais isolées les unes des autres, qui constituent la matrice de la pratique enseignante ici. D'abord, le pilotage de la leçon, qui renvoie à ce qui est mis en œuvre pour assurer la cohérence, la cohésion dans toute séquence d'enseignement. L'atmosphère, qui se rapporte à tout ce qui permet d'organiser la rencontre intellectuelle, relationnelle, affective et sociale entre les différents acteurs. Le tissage, ça le dit bien, le tissage, qui fait référence à l'activité où l'enseignant ou les élèves peuvent établir des liens en faisant une contextualisation, une décontextualisation et une recontextualisation des savoirs enseignés. L'étayage représente l'aide apportée aux élèves par l'enseignant pour favoriser notamment l'action, la pensée, la compréhension dans une visée d'autonomie. Et finalement, les savoirs visés constituent la cible de toute situation d'enseignement-apprentissage donné, qui est donc au centre du modèle. Le concept d'environnement socio-pédagogique, quant à lui, s'intéresse spécifiquement à la classe et à son climat. De ce point de vue, l'aspect social de l'environnement scolaire des élèves est central, alors que le terme pédagogique oriente davantage vers l'activité quotidienne de la classe. Ce choix terminologique ramène à la relation entre l'élève, les pairs et l'enseignant, quel que soit l'objet d'étude, et concerne les interventions de l'enseignant dans des situations pédagogiques réelles. Dans ces conditions, l'environnement socio-pédagogique reprend en partie les composantes du modèle de Janoz sous l'angle du climat de classe. D'abord, le climat relationnel, qui renvoie à la dimension socio-affective des relations humaines entre les élèves. Sa qualité s'appuie notamment sur des relations interpersonnelles chaleureuses, respectueuses, et repose sur un système de reconnaissance ainsi que sur le caractère puissant de la rétroaction positive et du renforcement.
Le climat pédagogique s'articule autour de la qualité de l'enseignement dans une visée de réussite scolaire. Il se traduit tant par une communication des attentes de l'enseignant envers la réussite anticipée de ses élèves que par l'utilisation de stratégies pédagogiques variées servant à motiver et engager les élèves comme à leur offrir le soutien nécessaire. Le climat de sécurité, quant à lui, se rapporte au sentiment de sécurité, de confiance des élèves. Les routines établies contribuent à la stabilité de l'environnement. De même, en relation avec le climat pédagogique, la planification de l'enseignement et ses stratégies de gestion de classe agissent sur l'engagement des élèves et permettent d'éviter les pertes de temps pouvant mener à des interactions inappropriées. Le climat de justice est lié à la légitimité et à l'équité des règles comme à leur application judicieuse. Ainsi, les règles et les conséquences doivent être appliquées de manière rigoureuse dans un cadre et dans un système qui va donc influencer à la fois le climat de sécurité et à la fois le climat de justice. Le climat d'appartenance, finalement, se situe au cœur des autres composantes du climat de classe et son développement est optimal lorsque les climats relationnels, pédagogiques, de sécurité et de justice sont assurés. Un bon climat d'appartenance s'observe par un sentiment de fierté de l'élève à faire partie de la classe et par l'harmonisation de ses besoins à ceux des membres de son groupe, reflétant son adaptation positive au milieu. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons mis de l'avant 2 objectifs spécifiques de recherche d'un projet. D'abord, on souhaitait documenter la perception de l'environnement socio-pédagogique de la classe des élèves du primaire en enseignement distancié. Et ensuite, on voulait aller comprendre et décrire les enjeux de l'enseignement distancié sur les gestes professionnels, donc sur la pratique enseignante d'enseignants du primaire. La collecte de données a eu lieu à l'automne dernier, à l'automne 2020. Elle a consisté à rencontrer tant les élèves que les enseignantes dans le but de recueillir leurs perceptions et leurs constats quant à l'environnement socio-pédagogique en cette période bien singulière, ainsi qu'à l'effet de l'enseignement distancié sur la pratique enseignante. Pour les élèves, ils sont 1002 élèves québécois du primaire qui ont entre 6 et 12 ans, qui proviennent de 25 classes ordinaires de milieux socio-économiques variés de la région de Lanaudière. La répartition des garçons et des filles est équivalente. 69 des répondants sont âgés entre 6 et 9 ans, 31 ont entre 10 et 12 ans. La passation du questionnaire s'est effectuée sur les heures de classe de septembre à novembre passé et le consentement des parents des élèves a été obtenu avant la passation du questionnaire. D'autre part, au cours du mois de novembre 2020, nous avons rencontré 10 enseignantes des 3 cycles du primaire, toujours dans la région de Lanaudière, pour les interroger à propos des enjeux de l'enseignement distancié dans leur pratique actuelle et de ses potentiels effets sur l'environnement socio-pédagogique de leurs élèves. Il s'agit d'enseignantes d'expériences variées, entre 3 et 22 années d'expérience. Ces enseignantes sont reconnues dans leur milieu pour leur pratique exemplaire. Plusieurs ont participé à des projets de recherche-action, sont étudiantes à la maîtrise ou ont réalisé des microprogrammes de 2e cycle. Afin de recueillir les perceptions des élèves du primaire quant à leur environnement socio-pédagogique, le questionnaire sur l'environnement socio-pédagogique au primaire, le QESTP, a été utilisé. La passation du questionnaire s'est effectuée sur tablette électronique. Afin de respecter le temps d'attention des élèves, c'est un questionnaire qui compte 23 items, qui prend entre 12 et 15 minutes à répondre. Il y a 4 niveaux de l'échelle de Likert qui furent employés. Or, pour les élèves de 6 à 9 ans, il apparaît judicieux d'ajuster les libellés de l'échelle et de segmenter la réponse à chaque question. Le modèle de Arthur a donc été utilisé. J'ai mis la figure ici pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. C'est un modèle dans lequel on invite d'abord les élèves à se positionner entre 2 camps pour une question. Donc, le camp, par exemple, des ronds oui ou du non carré. Puis, dans un deuxième temps, à déterminer l'intensité de leur réponse. Donc, grand oui, petit oui ou grand non, petit non. D'un point de vue quantitatif, un portrait statistique du QSPP fut d'abord effectué. Pour ce faire, les niveaux de l'échelle de Likert ont été transformés en cotes de tout à fait d'accord, grand cercle, grand oui, 4 à tout à fait en désaccord, grand carré ou grand non, 1. Nous avons par la suite procédé à une analyse quantitative descriptive des données, fréquence pourcentage pour chacun des items du questionnaire. En plus de calculer les moyennes et les médianes de chacun des climats, la somme des fréquences des items correspondant à une même composante de l'environnement socio-pédagogique a été calculée. Par exemple, les items 1, 2 et 3 renvoient au climat relationnel. Donc, on a fait la somme de ces items-là. Des pourcentages ont été ensuite calculés afin de pouvoir comparer aisément les sommes obtenues pour chaque composante.
Même si ce n'était pas nécessairement un objectif spécifique pour ce webinaire, nous nous sommes quand même amusés à faire quelques analyses comparatives selon certaines données sociodémographiques, notamment le sexe et l'âge. Afin de vérifier si des différences significatives existaient entre les groupes, des tests non paramétriques à 2 échantillons indépendants, le Mann-Whitney, à cas échantillon indépendant, le Kruskal-Wallis, ont été effectués sur les données. L'ensemble des analyses a été effectué avec le logiciel SPSS. Et pour les analyses comparatives, nous avons utilisé le barème de significativité de Fisher et l'ampleur de taille d'effet de Cohen pour aller voir s'il y avait vraiment des différences significatives entre les groupes. Des entretiens semi-dirigés, essentiellement fondés sur le modèle du multi-agenda de Bucheton et Soulé, ont été effectués afin de documenter les effets de l'enseignement distancié sur les gestes professionnels des enseignantes. Dans cette perspective, les enseignantes étaient invitées à s'exprimer à propos de l'ajustement des 5 gestes professionnels à la base du modèle, pilotage, atmosphère, tissage, étayage et savoir, en contexte d'enseignement distancié. Chacun des gestes professionnels a été défini pour faciliter leur compréhension et guider leur réflexion. C'est l'analyse thématique de Payet et Micheli qui a été utilisée pour analyser les données. Un premier codage a été effectué selon les 5 gestes professionnels. En observant les résultats de ce premier codage, il est apparu que certains propos semblaient ressortir de façon plus importante selon le cycle d'enseignement des enseignantes. Donc, un second codage a été réalisé au regard des cycles d'enseignement afin d'affiner notre compréhension. Nous avons fait ça avec le logiciel NVivo. L'analyse des résultats permet d'abord de relever un bilan plutôt positif de la perception des élèves quant à l'environnement socio-pédagogique de leur classe, et ce, malgré le contexte d'enseignement distancié dans lequel ils évoluaient au moment de la collecte de données. En effet, mis à part le climat relationnel qui est perçu très positivement par 32 des répondants, le pourcentage moyen de réponses très positives pour les autres climats est de 67 soit plus du double. Lorsqu'on met ensemble les réponses plutôt positives et très positives, c'est encore le climat relationnel qui est moins bien perçu avec 77 mais presque ex aequo avec le climat de sécurité à 78 Il est donc d'abord possible de mentionner que le climat relationnel ressort moins positivement. En observant les items qui renvoient à ce climat, on remarque sans surprise qu'ils font partie des items qui paraissent perçus plus négativement par les élèves, donc en deçà de 80 de réponses positives. Par exemple, les items 4, est-ce que les élèves de ta classe sont gentils entre eux, avaient 23 de réponses négatives. Et l'item 6, est-ce que les élèves de ta classe sont polis entre eux, avaient 29 de réponses négatives. Il est également possible de faire certains liens entre le climat relationnel et des items précis des climats de sécurité et de justice. Par exemple, bien que ces 2 climats soient perçus très positivement par respectivement le 60 et 62 des répondants, certains items plus liés au père ressortent de façon mitigée, comme l'item 12. Est-ce que ton enseignante agit de la même façon avec tous les élèves de ta classe? 20 quand même de réponses négatives. Mais surtout avec l'item 26, est-ce que vous perdez beaucoup de temps à cause d'élèves qui dérangent, niaisent, parlent fort ou jouent? Ou là, on a 80 de réponses dans ce cas-ci qui sont positives. Donc, il y a 80 des répondants qui trouvent qu'ils perdent beaucoup de temps à cause de ces élèves-là. Par contre, si ces perceptions ne semblent toutefois pas affecter le fait qu'ils soient contents d'être dans leur classe, il y a quand même 91 des élèves qui disent être plutôt en accord ou tout à fait en accord avec ce dernier énoncé. Il importe de se questionner sur l'exacerbation possible des comportements difficiles dans le contexte instable actuel, marqué par un enseignement qui est distancié. Lorsque l'on compare la perception des élèves des différents climats selon leur sexe, les climats pédagogiques de sécurité, de justice et d'appartenance sortent significatifs. Pour l'intensité de l'écart, il est ensuite possible de soulever que le climat de sécurité a une petite taille d'effet, alors que les climats pédagogiques de justice et d'appartenance ont une moyenne taille d'effet. Dans tous les cas, ce sont les filles qui ont une perception plus positive de leur classe. Par exemple, pour les climats pédagogiques, il y a une moyenne d'écart de 12 entre les filles et les garçons dans les réponses positives. Ces écarts sont similaires pour le climat d'appartenance. En observant de plus près le climat de justice, on peut constater qu'il y a en moyenne 6 points de pourcentage d'écart entre les filles et les garçons. Par contre, en observant item par item, donc les items qui constituent ce climat-là, il est possible de remarquer qu'il y a des écarts beaucoup plus marqués. Alors que les items 12 et 25 ont respectivement 4 points d'écart, l'item 24, est-ce que ton enseignante vérifie si tous les élèves ont bien compris avant de continuer à enseigner, a 13 d'écart. Donc, 92 des filles mentionnent que oui, alors que c'est 79 des garçons qui disent la même chose. De plus, en décortiquant encore plus les données, on remarque que l'écart est encore plus grand spécifiquement pour le choix de réponse
très positif ou grand oui. La moyenne passe d'un écart de 6 à un écart de 15 points de pourcentage. Par exemple, l'item 23, est-ce que ton enseignante est juste avec les élèves de ta classe? Bien, 67% des filles sont tout à fait d'accord, alors que c'est 50% des garçons qui le sont. Tous les climats de l'environnement sociopédagogique sortent significatifs quand on compare les résultats selon l'âge des élèves. Les climats pédagogiques de sécurité, de justice et d'appartenance ont une moyenne taille d'effet et le climat relationnel, dans ce cas-ci, a une grande taille d'effet. Lorsque nous regardons de plus près en comparant les âges systématiquement, on remarque que c'est les élèves de 6 ans qui ont une vision plus positive de leur climat de classe que leurs pairs plus vieux. On émettait comme hypothèse en sous-équipe le fait que ces élèves-là, l'année passée, ont fait la moitié de leur maternelle à la maison. Donc, ils devaient être très heureux d'être à l'école à l'automne dernier quand nous sommes allés les rencontrer pour faire passer les questionnaires. Mais ça reste à voir. Il semble quand même y avoir une tendance générale que les plus jeunes se distinguent des plus vieux quant au positivisme de leur réponse. Nous allons présenter les résultats qualitatifs selon les 5 préoccupations du modèle de Bucheton et Soulet. Donc, d'abord, les savoirs visés. Les enseignantes du premier cycle sont celles qui ont le plus modifié et adapté leur planification annuelle. C'est particulièrement l'apprentissage de la langue qui a mobilisé la discussion. L'un des effets majeurs de la pandémie sur leur pratique concerne l'absence ou la diminution de l'enseignement de la conscience phonologique auprès des élèves de la maternelle de l'année dernière et du travail d'automatisation des associations graphèmes-phonèmes en lecture auprès des élèves de première année au printemps dernier. L'enseignante 2 dit « Habituellement, en début d'année, la plupart de mes élèves de première année connaissent le son de plusieurs lettres. Cette année, j'ai vite compris que ce n'était pas le cas et que je devais prendre vraiment plus mon temps pour respecter leur développement. » Un premier constat général porte donc sur l'importance prédominante accordée par les enseignantes interrogées à propos du domaine disciplinaire de la langue. En effet, les principales considérations qui ressortent portent d'abord sur la lecture et dans une moindre mesure sur l'écriture. En sachant que la compétence et l'appétence, surtout l'appétence qui est liée au plaisir des élèves en lecture, sont des éléments centraux et prédicteurs de leur réussite scolaire, sociale et culturelle, le choix des enseignantes de centrer leur effort sur cette matière peut faire sens. Au Québec, en temps normal, c'est environ le quart des élèves du 3e cycle du primaire, donc à 12 ans, qui n'atteignent pas le niveau de compétence en lecture requis pour accéder au secondaire. Il semble donc y avoir une sorte de priorisation des savoirs par les enseignantes en fonction du retard accumulé, mais aussi en fonction de la place centrale que joue la lecture dans la réussite globale des élèves. Par ailleurs, si la planification annuelle en lien avec les savoirs à développer des 6 enseignantes des 2e et 3e cycles n'a pas été modifiée considérablement, ces dernières ont effectué des retours plus approfondis à propos des connaissances antérieures de leurs élèves avant d'entamer de nouveaux apprentissages. À cet effet, les enseignantes remarquent que les élèves ont plus de difficultés à accéder aux apprentissages réalisés l'année précédente. L'enseignante 8 mentionnait « Les notions sont loin, il faut travailler longtemps, sortir notre matériel de manipulation, retourner voir nos collègues des niveaux antérieurs et s'armer de patience. Pour travailler les multiplications cette année en 5e année, j'ai ressorti du matériel de base 10. » Pour 5 enseignantes, ce constat se relève assez positif par le fait qu'elles questionnent davantage les élèves pour évaluer leur niveau de connaissance et ainsi offrir un enseignement davantage centré sur leurs besoins. 2 d'entre elles mentionnent toutefois que cette situation accentue considérablement les écarts entre les élèves. En effet, selon les enseignantes interrogées, l'ajustement de la planification de l'enseignement s'effectue également au regard des écarts donc, entre les élèves. Si les pratiques de différenciation pédagogique pour réduire justement ces écarts sont relativement bien documentées en recherche, il semble que l'accentuation des retards scolaires accumulés par nombre d'élèves constitue un phénomène propre au contexte scolaire de l'automne 2020 et exige une souplesse pédagogique accrue. En effet, Rasinski et Padak ont déjà mis en évidence les oublis, les régressions des élèves du primaire d'une année scolaire à une autre après les 2 mois de vacances d'été. En fluidité et en compréhension de lecture, par exemple, ces chercheurs ont mis en évidence que les élèves retrouvent leur niveau de lecture acquis à la fin de leur année précédente. Donc, un élève qui commence sa 6e année va retrouver son niveau de lecteur qu'il avait à la fin de la 5e année qu'au milieu de sa 6e année. Dans la situation actuelle, avec une scolarisation très variable entre les élèves pendant plus de 5 mois, les enseignantes observent un retard accru pour plusieurs élèves qui nécessite des ajustements des notions présentées, des retours sur les connaissances antérieures, du réenseignement complet, donc un grand respect de leur rythme d'apprentissage.
Cette souplesse, l'adaptation dont témoignaient ces enseignantes laisse croire que le soutien pédagogique et les pratiques centrées sur les élèves sont centraux dans leurs gestes professionnels. De ces constats émergent divers ajustements donc, de la pratique enseignante pour optimiser le temps d'enseignement. Par exemple, les deux enseignantes de troisième année précisent que leur école a choisi de ne pas miser sur l'apprentissage de l'écriture cursive lors du retour en classe à l'automne dernier et que les élèves n'apprendraient pas finalement cette façon d'écrire. D'autres décisions pédagogiques ont été prises dans les équipes écoles pour faciliter une possible transition à l'enseignement à distance. C'est le cas de 6 enseignantes de deuxième et troisième année qui ont effectué l'achat de cahiers d'exercice. Or, selon les 4 enseignantes qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser ce matériel didactique, l'expérience s'avère plutôt négative. L'enseignante 7 mentionnait « c'est très contraignant, il faut sans cesse adapter ce qui est proposé et voir le contenu dans un ordre différent ». L'ordre d'enseignement du contenu semble d'ailleurs un aspect central de l'ajustement. Cependant, en ressentant cette année l'anxiété de ses élèves ainsi que les émotions fortes, intenses qui semblaient vivre, elle a plutôt choisi de commencer l'année par un module sur la poésie. Elle mentionne « Je trouve que ce choix m'a permis d'entrer en action en douceur. J'ai pu faire lire des œuvres aux élèves qui parlaient du stress, du doute, etc. Ils ont pu s'exprimer librement en poésie. Cela m'a permis de les connaître et de tisser rapidement des liens avec eux. » Les entretiens auprès des enseignantes démontrent donc l'accent mis sur l'ajustement de la planification de l'enseignement. Ces adaptations rappellent l'empan d'ajustement, comme décrit par Bucheton, et se fondent sur le souci de suivre le rythme d'apprentissage des élèves, notamment en prenant en considération leurs connaissances antérieures, leur zone proximale de développement, en somme, en enseignant ce qu'ils sont prêts à apprendre. L'atmosphère est la composante qui semble le plus influencée par l'enseignement distancié. En effet, 7 enseignantes ont mentionné que leurs élèves paraissaient plus anxieux, moins confiants, moins motivés. À cet égard, il importe de préciser que ces observations proviennent principalement des enseignantes du 2e et du 3e cycle. Dans ces conditions, elles ont investi plus de temps dans les discussions en grands groupes portant sur le vécu et les questionnements des élèves. Cette sensibilité issue de l'ajustement des pratiques serait d'ailleurs à conserver selon plusieurs enseignantes. L'enseignante E7 mentionne « Je n'ai jamais autant pris le temps de connaître mes élèves, de leur demander si le fonctionnement de la classe leur convient. Je les implique beaucoup plus qu'avant et c'est quelque chose que j'aimerais garder après la pandémie. » Les enseignantes du premier cycle ont également relevé des enjeux motivationnels, mais elles soulignent que les enjeux liés à la concentration, à l'attention et à une certaine fatigue cognitive influencent encore plus l'atmosphère de leur classe. Le sentiment d'anxiété des élèves influençant l'atmosphère de la classe semble souvent directement lié à une peur de propagation de la maladie. Ainsi, les élèves pouvaient être très nerveux en début d'année dès qu'un autre élève de la classe toussait. L'enseignante 6 mentionnait qu'il a fallu dédramatiser un peu la situation et se rappeler qu'il est possible qu'un ami éternue sans avoir la COVID-19. De même, plusieurs élèves s'inquiètent de l'absence de leurs camarades en classe, qu'elle soit liée ou non aux symptômes de la COVID. L'atmosphère de la classe semble donc au cœur des préoccupations des enseignantes en cette période d'instabilité. Le vécu de classe qu'elle relate souligne effectivement l'influence marquée de l'enseignement distancié et du contexte de pandémie sur l'anxiété des élèves. À cet égard, Papazian et Mamprin rappellent que la COVID-19 a rendu soudain la mort intime, a augmenté le potentiel de deuil et de traumatisme, en plus de mettre à rude épreuve la santé mentale de tous. Les réactions des élèves lors de l'apparition de symptômes liés à la COVID-19 chez leurs camarades de classe ou lors de l'absence de l'un de ces derniers sont donc normales. La santé mentale, la capacité d'adaptation ainsi que les apprentissages scolaires des élèves sont influencés par l'augmentation potentielle de traumatisme ou de deuil, par le confinement prolongé et par la distanciation sociale et physique. Les conséquences probables de la pandémie sur les élèves, documentées par la recherche, notamment les problèmes d'autorégulation, les difficultés de concentration, la désorganisation, la fatigue, la démotivation, ainsi que le manque de disponibilité cognitive pour les tâches scolaires, sont ressortis dans les 10 entretiens menés dans le cadre de ce projet. Dans un autre ordre d'idée, l'instauration des bulles classe, donc on n'a pas le droit de sortir finalement de notre bulle classe, agit sur l'atmosphère de la classe sur différents plans. Alors que 4 enseignantes estiment que la dynamique de leur groupe est particulièrement intéressante cette année, les 6 autres enseignantes évoquent plutôt la lourdeur de gestion de la bulle classe. Parmi celles-ci, il y a 3 enseignantes du premier cycle qui soulignent que l'effet bulle favorise les conflits et empêche les élèves d'avoir un peu une pause pendant les récréations. Les conflits semblent aussi accentués par le fait que les enseignantes doivent demeurer avec leurs élèves en tout temps lors des déplacements. L'enseignante 1 mentionnait
Habituellement, lorsque mes élèves sont habillés pour la récréation, je les envoie tranquillement dehors. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Je dois aller moi-même les reconduire lorsqu'ils sont tous prêts. Il y a donc des élèves qui attendent très longtemps après les autres et qui se plaignent d'avoir chaud, de manquer du précieux temps de récréation. Aussi, pour les enseignants du premier cycle, le contact physique semble plus important en raison de l'âge de leurs élèves. L'enseignante 2 disait, mes cocos sont petits, plusieurs ont besoin de contact physique pour, oui, les réconforter, mais encore plus pour les aider. La COVID et les mesures sanitaires n'enlèvent pas les manteaux à zipper, donc remonter la fermeture éclair, les tucs à attacher et les mitaines à enfiler. Le peu de contacts sociaux que les élèves ont eu pendant de longs mois peut potentiellement expliquer ces résultats. Laurando estime qu'il ne faut pas ignorer les effets qu'a eu le confinement sur le sentiment collectif d'isolement et d'anxiété. La qualité des relations interpersonnelles peut être affectée par l'anxiété, nuisant au développement d'habiletés sociales. Dans cette optique, les enseignantes interrogées misent sur la création d'un environnement ouvert et bienveillant qui laisse place au questionnement des élèves comme au partage de leur vécu et de leurs émotions. Selon Goyette, un tel environnement bienveillant aurait un effet positif sur les élèves, tant sur le plan du bien-être physique, cognitif que psychosocial. Le pilotage des activités, c'est une dimension qui semble moins affectée par le contexte d'enseignement distancié. Malgré cela, il y a 3 enseignantes qui ont choisi de ne plus aménager de coins de rassemblement dans leur classe qui considèrent que leur pilotage est moins actif qu'il l'est habituellement. De même, l'utilisation des fameux cahiers d'exercice dont je parlais un peu plus tôt par les enseignantes qui travaillent généralement sans ce matériel est relevée comme un mauvais compromis, nuisant à leur pilotage. L'enseignante E4 mentionnait à cet effet, « Je trouve que mes pratiques pédagogiques sont moins variées cette année. Je me sens prisonnière de mes cahiers d'exercice. » 8 enseignantes ont mentionné que le manque de temps les amène à privilégier un enseignement qui est plus direct. 3 d'entre elles se questionnent sur la pertinence de ce choix, dont une qui disait « Je fais beaucoup plus d'enseignement magistral qu'avant pour gagner du temps, mais j'ai l'impression que le temps que je gagne, je dois le réinvestir en revenant constamment sur les mêmes notions. Au final, je crois que je devrais revenir à des types d'enseignement qui prennent plus de temps, mais qui semblent plus efficaces. » Les enseignantes qui travaillaient déjà avec un cahier d'exercice semblent néanmoins constater des différences moindres dans le pilotage des tâches. L'achat de cahiers d'exercice dans le but de faciliter une potentielle transition vers l'enseignement à distance semble donc affecter le pilotage des activités pédagogiques. Les enseignantes qui avaient délaissé l'utilisation de ces cahiers en classe se sentent contraintes d'avoir à les réintégrer à leur pratique. Dès lors, celles-ci souhaitent se doter d'une autonomie vis-à-vis du contenu des cahiers et les utiliser de manière sélective en complément à d'autres types d'activités, ce que Boutonnet décrit comme un usage extensif du matériel didactique. Malgré cela, plusieurs enseignantes se sentent coincées par le temps accordé à l'utilisation de ce matériel, mais également par l'adaptation de leurs pratiques habituelles, notamment pour rattraper les retards scolaires. En conséquence, une centration sur les matières de base, français, mathématiques, et une perte de repères sont observables. Les pratiques innovantes s'effritent et les anciens repères prennent le dessus, se caractérisant par des méthodes d'enseignement plus transmissives et magistro-centrées. Selon les enseignantes, ce n'est pas l'enseignement distancié qui influence l'étayage qu'elles fournissent, mais plutôt le retard scolaire que certains élèves ont accumulé et qui continue de s'accentuer, augmentant par l'effet même les écarts entre les élèves depuis le printemps 2020. Ainsi, pour ces enseignantes, les retards à rattraper pour certains élèves sont tels qu'elles doivent prendre beaucoup plus de temps pour modéliser, pour manipuler, pour faire des pratiques variées, guidées, coopératives, autonomes. Ce temps de plus qu'elles investissent pour l'étayage de notions en français et en mathématiques enlève ainsi du temps pour les autres matières ou pour des projets de plus grande envergure. Il y a une enseignante qui mentionnait à ce sujet, « Je dois prendre plus de temps cette année pour enseigner plus en profondeur certaines notions et je coupe sur les projets en univers social qui font habituellement le plus triper mes élèves. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix, mais c'est quand même difficile. » Toujours en ce qui a trait à l'étayage, le tutorat des élèves plus vieux, instauré dans les écoles avant la pandémie, manque particulièrement aux enseignantes du premier cycle. Les 4 enseignantes ont fait remarquer qu'elles ne peuvent plus faire de jumelage entre leurs lecteurs débutants et des lecteurs experts du 2e ou du 3e cycle. Une enseignante qui disait « Je m'ennuie vraiment de mon escouade d'experts. En plus de valoriser les plus vieux, cette pratique permettait vraiment d'augmenter le nombre de pratiques de lecture à voix haute de mes élèves. » Ces pratiques de tutorat sont également regrettées par une des enseignantes de 3e cycle qui trouve que ses élèves étaient valorisés par l'aide qu'il apportait aux plus petits et que certains développaient même de belles complicités avec leurs tutorés. Dans le même ordre d'idée, 5 enseignantes ont signalé l'impossibilité d'avoir recours à l'aide des parents, des grands-parents, notamment pour la bibliothèque, pour des activités spéciales en classe, pour du soutien aux élèves qui permettaient de leur offrir un meilleur étayage.
Si ces relations aidant-aidés peuvent exister à l'intérieur de bulles classe, il semble qu'un temps important de ces relations d'aide soit évacué en enseignement distancié, de la part de collaborateurs de l'extérieur. Ainsi, le tutorat avec des pairs plus âgés, le mentorat avec des parents ou des grands-parents devient difficile, voire inexistant. Pourtant, mes chercheurs reconnaissent les avantages cognitifs et socio-affectifs de ces pratiques. Finalement, le tissage, c'est une dimension qui n'est pas particulièrement ressortie dans les entretiens qui ont été menés. Sur ce point, l'enseignante Edith affirmait « Je pense que je fais autant de liens entre les savoirs qu'avant. Je prends plus de temps pour expliquer, je reviens plus longuement sur les notions, mais les liens sont toujours les mêmes. » Puisque plusieurs enseignantes ont mis de côté les projets multidisciplinaires ainsi que les projets de grande envergure en arts, en sciences, en univers social ainsi qu'en éthique et culture religieuse pour prendre plus de temps en mathématiques et en français, il est possible de penser que le tissage est un peu plus limité puisque cette dimension se déploie plus naturellement dans des projets qui mettent de l'avant l'interdisciplinarité. En conclusion, les résultats issus des questionnaires des élèves semblent donc en partie faire écho aux entretiens des enseignantes. En effet, alors que les gestes professionnels liés à l'atmosphère ont été amplement discutés par ces dernières qui ont fait ressortir certaines limites de la bulle classe qui peut favoriser les conflits, c'est le climat relationnel qui est celui qui était ressorti comme le plus négatif. Dans le même ordre d'idée, plusieurs enseignantes ont témoigné qu'elles discutent plus avec leurs élèves, qu'elles prennent plus de temps qu'à l'habitude pour créer des liens avec eux malgré le matériel de protection. Cela semble transparaître dans les réponses des élèves qui estiment que le climat pédagogique est le plus positif de leur classe. Les efforts et le temps investis par les enseignantes interrogées afin de réfléchir à l'ordre de présentation des notions et afin de revenir plus longuement et explicitement sur les connaissances antérieures semblent donc porter fruit. La perception des élèves du primaire interrogés reflète en effet les efforts fournis. D'ailleurs, en prenant les items séparément, les deux items qui scorent le plus fort, avec des pourcentages de perception très positifs à 80 et 81 sont « Est-ce que ton enseignante aide les élèves quand ils ont des difficultés et est-ce que tu es fier d'être dans ta classe? » En somme, l'enseignement distancié semble être un enjeu important chez les enseignantes du primaire interrogées qui ont grandement modifié leur pratique enseignante ainsi que leurs gestes professionnels afin de les adapter et de poursuivre le développement des compétences disciplinaires, sociales et affectives des élèves. À ce sujet, plusieurs enseignantes croient que l'enseignement à distance prodigué au printemps 2020 au Québec n'a pas permis à la majorité des élèves de faire de nouveaux apprentissages et n'a même pas permis de conserver les acquis, accentuant lourdement les écarts entre les élèves. Le type d'enseignement dont font mention les enseignantes est nommé enseignement à distance d'urgence et est caractérisé par un accompagnement minimal des élèves dont l'objectif principal vise le maintien des acquis. Ce type d'enseignement, utilisé en temps de pandémie, de catastrophes naturelles, de guerre, etc., devrait prioriser le bien-être et le plaisir afin de diminuer le niveau d'anxiété des élèves. Les entretiens que nous avons menés semblent confirmer que c'est ce type d'enseignement qui a été mis en place au Québec au printemps dernier. Ainsi, la majorité des ajustements effectués par les enseignantes sont en lien avec les retards scolaires accumulés ou accentués par le confinement du printemps. Ces nombreux ajustements ont été effectués dans un contexte marqué par des agents anxiogènes liés, oui, à la pandémie, qui peuvent certes influencer le bien-être, la motivation, l'engagement des élèves, mais aussi le bien-être psychologique au travail des enseignantes elles-mêmes. À ce sujet, Papazian et Mamprin évoquent que la perception de reconnaissance au travail en contexte de pandémie est complexe. Pour les citer, elles disent « En effet, certains repères relatifs au travail sont bousculés et il peut être difficile d'observer l'investissement et les bons coups des enseignants et des autres membres du personnel scolaire. » En ce sens, nos travaux permettent finalement de mettre en valeur l'adaptation et les ajustements mis en place par des enseignants du primaire qui ont à cœur le bien-être et la réussite scolaire et sociale de leurs élèves. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alors, écoutez, je vous invite tout de suite à poser vos questions à Geneviève dans l'onglet questions et réponses. Alors, on a une première question de Catherine Benoît. Avez-vous envisagé de faire cette recherche auprès des écoles virtuelles? Il serait intéressant d'identifier l'environnement socio-pédagogique des écoles virtuelles. Oui, merci pour la question. En fait, oui, on y a pensé. À la base, pour remettre un peu le projet que je viens de vous présenter en contexte, on pourrait appeler ça de la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de faire une découverte heureuse qui n'était pas attendue. Donc, à la base, nous n'étions pas en train de faire une recherche sur la COVID-19. Au printemps dernier, nous étions en collecte de données pour
valider un questionnaire et voir le climat pédagogique des élèves. Et quand la pandémie est arrivée, on a vu là une belle occasion de pousser un peu plus loin et là, d'aller chercher des enseignants et tout ça. Donc, à la base, ce n'était pas un projet de recherche qui était pensé et réfléchi en fonction de la pandémie, mais qui a été jonglé en même temps. En ce qui a trait aux écoles virtuelles, c'est un dossier qui est hyper intéressant, qui est très complexe. Par contre, on a essayé de faire le même questionnaire pour respecter, par contre, le niveau d'attention et la façon de procéder avec des élèves, surtout entre 6 et 9 ans, pour remplir un questionnaire pour qu'il soit valide. Donc, sans la présence de parents ou d'enseignants autour, seul avec un assistant de recherche, avec un outil technologique, le type de questions et tout ça, ça devenait assez complexe. Et le centre de services scolaires, en fait, les 2 centres de services scolaires où on était n'ont pas voulu poursuivre dans les démarches parce qu'ils étaient pris avec bien d'autres soucis administratifs à ce moment-là. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, il n'y a pas eu que du négatif avec cette contexte de pandémie. Alors, on a une deuxième question. Quelqu'un nous demande si il y aura un rapport de recherche qui va suivre et environ quand il sera disponible. Voilà. Oui. On a écrit un premier article sur les données qualitatives que je vous ai présenté, qui va sortir dans la revue hybride de l'éducation. Qu'on a envoyé. Vous voyez un peu la collecte de données a eu lieu jusqu'en novembre, à la fin novembre, et en décembre, on a soumis un premier article sur les données qualitatives. Donc, on essaie d'y aller assez rondement. On vient de soumettre un deuxième article sur les données quantitatives du projet. Donc, probablement que dans les prochains mois, il va y avoir des données là-dessus. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on voulait, avec Thierry, faire le webinaire et je vais mettre à la disposition de tous le PowerPoint en PDF pour ceux qui voudront s'y référer. Merci, Geneviève. Écoutez, j'écoute Geneviève, on a beaucoup de commentaires dans la conversation de gens qui trouvent la présentation très intéressante. Je vous répète que je vous invite à poser des questions dans le bouton Q&R pour que je puisse les soumettre à Geneviève à nouveau. Mais je peux faire du pouce en attendant, Thierry, sur ce qui vient d'être dit par rapport au rapport de recherche. En fait, ce projet-là n'a pas été financé. C'est un projet que j'ai un peu auto-financé avec la doctorante parce qu'on voyait un intérêt à le faire et tout ça. Donc, j'ai moi-même mené en fait, toutes les entrevues et tout ça. Donc, on était là, donc c'était intéressant de le faire. Donc, c'est pas par contre, c'est pas un projet de recherche qui était financé par le FRQSI ou le CRSH dans lequel on va remettre un rapport. Donc, c'est pourquoi ça va être des articles qui vont être soumis. D'accord. Alors là, j'ai plusieurs autres questions. Au regard de vos observations, peut-on évoquer qu'il y a eu une régression dans les pratiques pédagogiques chez les enseignants? Oui, et ça, c'était un choix qui était très difficile et c'est pour ça que je vous l'ai dit dès le départ, d'emblée, quand j'ai présenté les enseignantes. Les 10 enseignantes qu'on a interrogées sont des enseignantes qui sont reconnues pour leur pratique exemplaire et reconnues pour leur dynamisme pédagogique, pour leur engagement dans leurs écoles et tout ça. Ce n'est pas des éléments qu'on a beaucoup fait ressortir dans le cadre de cette présentation-là parce que ce n'était pas l'idée, mais c'est sûr qu'il y a une certaine... elles-mêmes nommaient une certaine régression dans leur pratique. Elles avaient l'impression d'être moins innovantes, moins captivantes, de mettre moins finalement leur pratique pédagogique peut-être un peu plus, entre guillemets, innovante de l'avant pour revenir à un enseignement qui est très magistral, très cahier d'exercice, tout le monde à la page 32, et ce qui ne leur ressemblait pas. Donc, on sentait qu'il y avait un malaise dans ce retour en arrière-là, mais en même temps, une espèce de justification de par la situation exceptionnelle et qu'elle-même se sentait un peu déchirée. Et elle rappelait que les choix de cahiers pédagogiques et tous ces choix-là doivent être faits bien avant le mois de septembre. Donc, quand ils ont fait ces choix-là, on était encore complètement en confinement au Québec et c'est à ce moment-là qu'elle devait commander. Donc, elle avait un peu l'impression de faire des choix à l'aveugle, alors que quand on les a rencontrés en novembre et qu'elle voyait comment se passait leur année, qu'elle pouvait être avec leurs élèves, pouvait être proche d'eux avec leur matériel, bien, il y en a plusieurs qui regrettaient finalement leur choix qu'ils avaient fait dans un moment un peu plus d'anxiété.
Merci. On a plusieurs autres questions. Est-ce que tu connais des recherches semblables au niveau postsecondaire? Non, mais je rencontre trois de mes collègues vendredi. On aimerait bien passer un questionnaire d'ici le mois d'avril au postsecondaire pour voir comment est l'environnement, parce qu'on est vraiment dans un élément différent. Mais moi, je te retourne la question. Thierry, toi, tu dois en connaître. Ah, ben, il y a plusieurs études, je vous invite à consulter. Il y a la RITPU, la Revue internationale des Ouais. technologies en pédagogie universitaire, puis aussi formation et profession. Il y a eu des numéros thématiques justement sur la COVID-19 et on parle des défis rencontrés par les enseignants, par les apprenants et donc plusieurs choses comme ça qui sont discutées dans ces numéros thématiques-là. Dans RITPU, il y a une quarantaine de textes déjà publiés là-dessus. Mhm. Numéro thématique spécial et dans formation et profession, je pense qu'il y a une quinzaine de textes Oui. là-dessus. Spécifiquement pour le postsecondaire, là, moi, j'ai vraiment les deux mains dans le primaire, donc c'est pas mon domaine. Non, désolée. Ah, Normand Roy, il met le lien vers le RICU dans la conversation. Merci Normand. Alors, on a une question d'Élise qui demande si ça aurait pu être intéressant d'inclure des spécialistes dans ton étude. En effet, oui, puis les enseignants spécialistes ne font pas souvent partie de nos échantillons, alors que je pense que cette année, ça a été particulièrement un défi supplémentaire là, d'enseigner l'éducation physique, l'art dramatique, la musique et tout ça. Et ben, c'est pourquoi, dans une recherche-action qu'on est en train de mener, qui vient d'être financée par le FRQSC, on a justement inclus dans le projet de recherche 9 enseignants spécialistes d'anglais, éducation physique, musique et art dramatique pour voir comment eux s'y prennent et qu'est-ce qu'ils font. Parce que pour nous, il y a un vide théorique là, au sujet des enseignants spécialistes. Merci. Je vous invite au niveau des enseignants spécialistes, qui est la revue Propulsion des enseignants en éducation physique au Québec, qui, dans leur dernier numéro, parle justement de ce contexte de pandémie et de cette catégorie particulière d'enseignants spécialistes. Donc, la revue Propulsion qui est sortie il y a quelques semaines seulement. Valérie Thomas demande si l'outil utilisé pour mesurer la perception des élèves avait déjà été utilisé dans le passé. Non. À la base, on faisait la validation de cet outil. Donc, on a pu le valider. Par contre, c'est un outil qui découle d'un autre outil qui a été validé avant, qui est le QES primaire, là, qui est le questionnaire sur l'environnement socio-pédagogique, qui est un cadre conceptuel, notamment de Janoz. Donc, le questionnaire découle de ce questionnaire-là qui visait l'ensemble des écoles, alors que nous, on se situe vraiment dans la classe au niveau pédagogique. Mais c'est un questionnaire que nous avons donc validé avec les 1002 répondants et par la suite, on a fait ressortir les données. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de la sérendipité tantôt parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéressait à la base, c'était de valider le questionnaire. Et au final, ben, on se retrouvait avec des données très intéressantes sur ce qui se passait pendant la pandémie. Merci. Là, on a une question. Bon, des collègues de l'étranger ne comprennent pas le concept de bulle classe, alors je te laisse peut-être l'expliquer rapidement. Oui, les bulles classes, en fait, c'est au Québec, ce qui a été décidé à l'automne dernier, c'est que les élèves qui sont dans une même classe, donc par exemple dans une classe de première année où il y a 18 enfants, ces 18 enfants-là, dans cette bulle-là, n'ont pas à être distanciés les uns les autres. Là. Ils peuvent se faire des câlins, se toucher, ils n'ont pas besoin de porter de masque quand ils sont dans leur bulle classe, mais ils doivent rester à 2 mètres des autres élèves qui sont dans les autres bulles classes. Ce qui amène donc tous les enjeux liés au déplacement. Parce que là, si un enseignant veut aller en éducation physique, il doit amener toute sa bulle classe en même temps en éducation physique sans croiser aucune autre bulle classe. Donc, ça fait des choix qui doivent être mis en œuvre en termes de récréation. Donc, on va une journée sur deux, il y a des enfants qui vont avoir une récréation l'après-midi, l'autre journée, ils n'en auront pas pour permettre à tout le monde de venir. Et c'est pourquoi, notamment l'enseignante 1, là, je le mentionné tantôt, mais ça a été mentionné par plusieurs enseignantes de dire que c'est très, très contraignant parce que cette bulle-là fait en sorte que jamais une enseignante ne peut ne pas être en contact avec tous ses élèves en même temps. Donc, ils ne peuvent plus, après le cours d'éducation physique, dire, bon, mais une fois que vous êtes habillés, retournez tranquillement à votre classe. Tout le monde doit tout le temps se promener. Donc, ça prend de la vigilance dans les corridors. Oui, c'est très, très complexe. Vous comprendrez là, parce que même si officiellement il y a des bulles classe à l'école, les enseignants ne contrôlent pas ce qui se passe après l'école. Et donc, dans la pratique, ce qu'on peut voir, c'est que s'il y a deux amis qui sont pas dans la même classe,
Alors, le concept de bulle classe est rapidement brisé après les classes. Alors, c'est très complexe comme concept actuellement. Même chose au service de garde, Thierry. Même chose au service de garde. Donc, les enfants qui arrivent plus tôt le matin. Donc, ce n'est pas toutes les écoles qui ont assez de personnel en ce moment pour avoir des bulles classe, donc respecter les autres bulles classe. Donc, il y a des enfants qui se retrouvent avec une bulle du service de garde du matin, une bulle classe dans la journée et une autre bulle pour le service de garde du soir. Donc, ça commence à faire beaucoup de bulles pour un même enfant. Et des fois, les enfants, ils deviennent un peu, comment dire gentiment, ils sont un peu mélangés, comme on dit au Québec, dans ces nombreuses bulles classes. Ils ne savent plus dans quelle bulle ils sont. Euh, il y a Stéphanie qui demande si les classes de cette enquête, est-ce que c'était des classes où il y avait beaucoup de technologie ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Sur les 25 classes dans lesquelles on a pris les mesures pour les élèves, c'était 25 classes aléatoires. Donc, il n'y a pas eu de choix possible. Et c'est pas, on n'a pas étudié les pratiques nécessairement de ces enseignantes-là. Donc, comme le questionnaire est à l'extérieur, en sous-groupe et tout ça, mais surtout là, avec les masques et les visières, on était souvent dans un coin reculé du corridor où on pouvait aller chercher 3 élèves à la fois pour venir passer. Et là, on lavait les iPads et tout ça entre chaque déplacement de 3 élèves. Donc, on n'a pas observé grandement les 25 classes, alors que pour les 10 enseignantes, c'était des enseignantes qui utilisent plus la technologie, pas nécessairement par choix, je vais parler pour elles, parce que beaucoup le nommaient qu'elles sont devenues technopédagogues par la force des choses par la pandémie, mais ça semble assez positif. Alors écoute, Geneviève, je voulais te remercier grandement pour ce webinaire, pour le travail que tu as fait dans les classes, malgré le contexte difficile. Merci également à toutes les participantes, à tous les participants, et je vous invite au prochain webinaire. Alors si vous regardez suivez l'horaire avec les différentes thématiques. Donc, merci encore une fois, Geneviève. Merci à toutes et à tous. S'il y en a qui ont d'autres questions qui se rajouteraient par la suite, n'hésitez pas à les poser directement par Geneviève. Et comme je l'ai dit au début de la présentation, comme je répète maintenant, la vidéo, la présentation et les liens que Geneviève nous fournira, tout sera disponible sur le site du CRIFPE d'ici peut-être une semaine environ. Voilà. Alors, merci tout le monde. Bonne santé, soyez prudents et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Geneviève. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.